Nous allons pouvoir ouvrir cette session sur les recommandations cholangiocarcinome. Je ferai une première partie de présentation et puis David Malka fera la présentation sur les traitements du cholangiocarcinome. Donc, ce sont des recommandations sous l'égide de l'AFEF qui ont été faites en collaboration avec les sociétés savantes que vous voyez ici pour une prise en charge vraiment multidisciplinaire. C'est vraiment ce qui est important dans cette pathologie et que j'ai eu le plaisir de coordonner avec Cindy Neusillet. Donc les recommandations ont été faites comme selon les modalités déjà appliquées aux précédentes recommandations de l'AFEF, à savoir la réalisation d'une revue bibliographique par un groupe d'experts et une gradation des recommandations, un grade en fonction du niveau de preuve, ce qui nous donnera des grades 1, il est recommandé de faire ou de ne pas faire, grade 2 probablement recommandé, et l'autre niveau, c'est le niveau d'expert. Ensuite, toutes ces recommandations ont été soumises à des votes d'experts qui ont été désignés par les sociétés savantes. Et il y a eu 2 tours de vote et toutes les recommandations présentées sont des recommandations avec un accord fort. Donc toutes sont avec un accord fort, c'est important. Et donc je vais débuter par l'épidémiologie, j'en dirai quelques mots, puis le bilan pré-thérapeutique. L'épidémiologie, c'est très compliqué. On a des données assez parcellaires. C'est une pathologie qui mélange les cholangiocarcinomes intrahépatiques, les périhilaires, ce qu'on appelait Klatskin, et les extrahépatiques. Ces recommandations ne portent que sur les intrahépatiques et sur les périhilaires. Pour repérer ça dans les registres, c'est pas très facile. Il y a des problèmes de codage. Parfois, on ne différencie pas le CHC du cholangiocarcinome en mettant que C22. Sur l'extrahépatique, c'est un peu plus simple. Sur le périhilaire, c'est très compliqué puisque vous pouvez coder au choix le périhilaire en extrahépatique ou intrahépatique. Donc, il y a un chevauchement. Si l'on regarde les données de registre, on n'en dispose que pour les extrahépatiques et vous voyez que c'est à peu près 3000 cas par an en France. Et si on a des données intrahépatiques, c'est un peu plus compliqué, un peu plus extrapolé. C'est à peu près la même incidence, c'est-à-dire là aussi 3000 cas par an, avec la France qui est en vert un peu plus foncé. Donc s'il y a un chevauchement entre les intras et les extras au niveau du HIL, on peut estimer qu'il y a à peu près 5000 cas par an en France, donc c'est une tumeur rare, mais finalement on n'est pas si loin de l'épidémiologie d'un cancer de l'estomac ou de l'œsophage. C'est une tumeur qui est grave. Vous voyez la mortalité, surtout de l'intrahépatique, en France, qui est importante chez les hommes comme chez les femmes. C'est même plus important que dans les autres pays européens. Par contre, l'extrahépatique, la mortalité est plus faible. Donc ça doit correspondre à des données d'incidence parce qu'on n'a pas beaucoup modifié ou amélioré notre prise en charge au cours les 10 dernières années. C'est en train de changer. Et si l'on regarde l'évolution de la mortalité, bien vous voyez, ça va être marqué ici, qu'on est à plus 70% de mortalité pour les intrahépatiques, alors qu'on est à moins 22% pour les extrahépatiques. Donc l'intrahépatique pose vraiment un problème. Un problème qui, selon les données PMSI, est un problème de diagnostic très tardif. C'est des données 2014-2015. Vous voyez que sur 3560 cas identifiés par le PMSI, 65% ont été d'emblée traités par des soins palliatifs. Donc un diagnostic probablement précoce, peut-être aussi des problèmes de prise en charge initiale, parce que cette prise en charge est capitale. Ce sont des patients qui arrivent fatigués, avec des ictères, avec parfois des sepsis. Et si l'on veut leur apporter les traitements dont on parlera tout à l'heure, il ne faut pas rater la prise en charge initiale. Cette prise en charge est très décentralisée en France, même si le diagramme est un peu difficile à comprendre, mais c'est le nombre de patients vus par chaque centre. Et dans près de 70% des cas, ces patients sont vus dans des centres qui voient moins de 5 patients par an, et en général 1 à 2 patients par an. Alors, dans une maladie qui est complexe, dans sa prise en charge, et au moment où l'on parle de quotas dans la prise en charge des cancers, c'est une situation qui est un petit peu compliquée, d'autant que dans la majorité des cas, les patients qui sont hospitalisés dans une structure, quelle qu'elle soit, restent dans cette structure. Ils sont très peu transférés et 25% meurent lors du premier séjour.
Donc pour améliorer ça et pour améliorer le diagnostic, il faudrait faire du dépistage. Ce n'est pas si simple parce que dans la majorité des cas, on ne trouve pas de cause au cholangiocarcinome. Ceci étant, il y a des facteurs favorisants et schématiquement, plus on va vers les petites voies biliaires, plus les facteurs sont les facteurs de maladies chroniques du foie, c'est-à-dire les hépatites virales, la NASH, le syndrome métabolique, l'obésité, la cirrhose. Et plus on va vers les grosses voies biliaires, plus on a des anomalies inflammatoires des voies biliaires. Et c'est là qu'on retrouvera davantage les cholangites sclérosantes, les problèmes de calcul, les problèmes de kystes biliaires. Et donc une des recommandations est que lorsque on diagnostique un cholangiocarcinome, il faut rechercher des maladies des voies biliaires, surtout pour les périhilaires, mais également des maladies chroniques du foie. C'est important parce que la maladie chronique du foie est souvent sous-estimée et il faut la prendre en compte quand on réalise un traitement, par exemple la chirurgie. Alors, je ne parlerai pas des situations, c'est des situations très particulières, c'est pour être pratique. Je ne parle pas de la cholangite sclérosante primitive parce que ça a déjà été fait dans les recommandations spécifiques cholangite sclérosante, mais 4 situations auxquelles on est confronté. La première, c'est les kystes biliaires, c'est les kystes du cholédoque, pardon, c'est pas très fréquent, et c'est souvent opéré dans l'enfance. Ceci dit, on en trouve parfois chez l'adulte, et s'il y a un kyste du cholédoque avec anomalie de la jonction bilio-pancréatique, il est recommandé de faire l'exérèse du kyste, même chez l'adulte, et c'est un grade 2. L'autre point, c'est la maladie de Caroli. La maladie de Caroli, il est recommandé de surveiller, parce qu'il y a un risque de dégénérescence. Alors, ensuite, on est sur du niveau de preuve très faible, et donc la recommandation, c'est de faire une IRM annuelle, c'est un avis d'expert. Et puis, il y a 2 situations où il n'est pas recommandé de surveiller. Donc ça, je pense que c'est important, parce qu'on se pose souvent la question, RCP, qu'est-ce qu'on fait? C'est les LPAC. Il n'y a pas suffisamment de données pour dire qu'il faut surveiller et dépister le cholangiocarcinome sur un syndrome LPAC. Et de la même façon, il n'est pas recommandé de surveiller, de dépister le cholangiocarcinome en cas d'amartome multiple, c'est le complexe de von Meyenburg, c'est ces aspects de ciel étoilé sur le foie. Il y a quelques cas extrêmement rares de cholangiocarcinome décrits, mais pas suffisamment pour justifier un suivi, une surveillance, un dépistage systématique. Alors maintenant, passons au diagnostic et bilan pré-thérapeutique. On va séparer les deux, c'est-à-dire l'intrahépatique de périhilaire. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Le problème de l'intrahépatique, c'est surtout de faire le diagnostic différentiel entre un cholangiocarcinome, donc un adénocarcinome primitif, et des métastases hépatiques d'un autre cancer. Et puis, il faudra prendre en compte l'hépatopathie sous-jacente, qui, je vous l'ai dit, est souvent sous-estimée. Pour le périhilaire, là, le problème est double, et c'est le problème de diagnostic, parce que souvent on a uniquement des cytologies, il faut diagnostiquer et faire la différence entre tumeurs bénignes et malignes, et puis il y a le problème de la résécabilité et du drainage. Donc 2 situations différentes. On va commencer par l'intrahépatique, qui est le plus simple. Donc l'intrahépatique, l'examen qu'il faut réaliser en première intention, c'est le scanner multiphasique thoraco-abdominopelvien. Donc ça va suffire pour commencer à discuter du dossier. L'examen IRM pour les intrahépatiques n'est pas indispensable. Il peut être utile si on envisage une chirurgie pour s'assurer qu'il n'y a pas des nodules FI ou d'autres nodules dans le foie. En situation métastatique où on sait qu'il n'y aura pas de chirurgie, il n'est pas utile de faire l'IRM hépatique. Et on va à la biopsie. Donc il faut faire la biopsie hépatique en foie tumoral, c'est sûr. Foie non tumoral, c'est conseillé pour ne pas sous-estimer, encore une fois, une potentielle hépatite chronique sous-jacente. Par contre, pas de nécessité de faire le TEP scan à ce stade de la prise en charge. Ça ne peut que faire perdre du temps. Et puis, les autres examens qu'on a parfois tendance à faire, on voit une lésion hépatique, ça répond à adénocarcinome. On se lance dans la colo, dans la fibro, justement dans le TEP scan. Ces examens ne seront réalisés que si l'anapathe n'a pas été capable de dire que c'est un cholangiocarcinome. Alors vous allez me dire, c'est souvent le cas, l'anapathe se mouille pas. Les expertes et les experts anapathes, eux, se sont un peu mouillés en disant que normalement, l'anapathe doit être capable de dire c'est un cholangiocar.
Et non seulement il doit être capable de dire si c'est un cholangioca, mais il doit être capable de dire si c'est un cholangioca à gros canaux, plutôt près d'huile, ou à petits canaux, avec des biologies qui sont un peu différentes. Donc ça, vous le trouverez dans les recommandations qui vont bientôt être sur le site de la FEF, avec tous les marqueurs qui sont réalisables et avec lesquels on peut avancer, avec des marqueurs qui sont nouveaux et qu'on n'utilisait pas trop jusqu'à maintenant, tels que le bleu alcyon ou la CRP. Vous voyez que, par exemple, une CRP positive, c'est très, très évocateur d'un cholangiocarcinome intrahépatique à petits canaux. C'est des marqueurs pas habituels. Donc là, je fais juste un mot pour finir le bilan, c'est quand on espère opérer le patient, puisque ça reste le traitement curateur. Les résultats de la chirurgie sont ce qu'ils sont, et on sait qu'il y a des facteurs prédictifs de résultats insuffisants. C'est le caractère R0 ou R1 de la résection. Ça, c'est une étude récente dans les centres experts en Europe. Donc vous voyez que la résection R1, ça fait diminuer de moitié quasiment la survie globale. Et puis le statut ganglionnaire importe aussi, ainsi que des marqueurs. Le CA19-9, il suffit qu'il soit supérieur à la normale pour entraîner un pronostic très péjoratif. Et donc là, il y a des recommandations qui sont fortes et à mon avis importantes, c'est que s'il y a un facteur péjoratif, ce n'est pas une contre-indication en soi à la chirurgie. Par contre, et c'est là qu'on devient beaucoup plus restrictif, c'est que si on trouve deux facteurs péjoratifs, il n'est probablement pas recommandé de réaliser une chirurgie. C'est un grade 2. Mais voilà, un patient avec un risque d'être R1, un CA19-9 élevé ou un risque d'être R1 et des ganglions positifs, il faudra vraiment se poser la question de la chirurgie. Voilà. Et puis parmi les recommandations, c'est du bon sens, mais c'est extrêmement important. Les patients arrivent fatigués, c'est la prise en charge initiale. Dans le contexte, parfois, il y a le cancer, bien sûr, il peut y avoir l'ictère, la cholestase, le sepsis, et l'hépatopathie sous-jacente. Tout ça doit être pris en charge. Une réhabilitation du patient est nécessaire avant chirurgie. Alors, pour le périhilaire, c'est plus complexe. Alors, je vais vous montrer une image qui ne sera pas dans les recommandations, mais qui résume tout, c'est-à-dire que même si la voie biliaire fait de l'œil à l'endoscopiste ou au radiologue, il ne faut pas toucher sans préliminaire adéquat, surtout en cette période. Donc, ne vous aventurez pas, le message c'est ne pas toucher. Et avant, on réfléchit, et quand on réfléchit, il faut faire un scanner et une IRM avant tout drainage endoscopique et avant tout geste endoscopique. Alors c'est important parce que scanner et IRM, il faut l'avoir dans des délais rapides, on ne peut pas trop perdre de temps, donc il faut avoir des réseaux de soins efficaces. Par contre, ce n'est pas la peine de faire un TEP scan. Et donc, quand on a un cholangiocarcinome intrahépatique ou une suspicion, voilà le schéma qui est proposé, qui a été longtemps travaillé. On fait la bili-IRM, l'IRM, la cholangio-IRM et le scanner, et ensuite c'est présenté en RCP. Soit le patient est résécable, et on regarde s'il a besoin d'un drainage ou pas. S'il n'y a pas besoin de drainage, il est opéré d'emblée. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher une histologie, on ne va pas aller biopsier. Le patient est opéré d'emblée si on a une forte suspicion de cholangiocarcinome. Ce que l'on peut être amené à faire, c'est une écho-endoscopie, parce que lorsqu'on est hésitant sur la chirurgie en se disant ça va être limite, si les ganglions sont positifs, ça apporte des arguments pour ne pas opérer, ou en tout cas pour ne pas transplanter dans les rares cas où la transplantation est envisageable. Par contre, s'il faut un drainage biliaire, à ce moment-là, on va faire des prélèvements. Et ce qui est noté, c'est que les prélèvements doivent associer une biopsie endobiliaire et un brossage. Et, si possible, l'écho-endoscopie avec ponction des ganglions. Si on associe les trois, on a plus de 85% de chances d'avoir un diagnostic positif. Donc il faut faire les trois. Si c'est positif, ça va. Si c'est négatif ou suspect, il faut qu'un anapathe expert théoriquement regarde cela, mais il ne faut pas que ça fasse perdre du temps. Et c'est uniquement si c'est négatif qu'on va faire une nouvelle série de prélèvements par CPRE et faire la cholangioscopie, qui est un examen de deuxième intention, c'est un grade 2. Donc pour l'anapathe, donc premier brossage biliaire négatif, il faut recommencer, sans faire perdre de temps à la chirurgie, et il faudra absolument le brossage des biopsies endobiliaires et si possible les biopsies sous écho-endoscopie.
Donc un prélèvement atypique au suspect, c'est-à-dire où il y a des cellules quand même anormales, une relecture cytologique rapide est conseillée avant de refaire éventuellement des prélèvements. Et si l'anapathe confirme que c'est suspect, même si elle ne peut pas trancher, pour ne pas perdre de temps, en avis RCP, ce caractère suspect suffit à proposer un traitement quel qu'il soit. Et puis l'autre point important et qui se colle sur les recours pancréas, c'est que si vous avez fait 2 fois des prélèvements négatifs, que vous avez fait la cholangioscopie, que vous êtes assuré que le taux d'IgG4 n'était pas au plafond, eh bien s'il y a suffisamment d'arguments pour faire penser que c'est un cholangiocarcinome, on peut lancer un traitement. Ce n'est pas la peine de refaire de façon indéfinie des prélèvements. Donc on se donne 2 chances de faire des prélèvements positifs avec cholangioscopie. Voilà, le drainage, je vais terminer par ça, le drainage biliaire en situation curative, c'est très important. Encore une fois, on ne le fait pas tant qu'on n'a pas discuté du dossier RCP avec scanner et avec Bili-IRM, cholangio-IRM, le bilan d'extension, la discussion avec le chirurgien pour être sûr de ce qu'il faut drainer, comment drainer. Et il faut privilégier la voie endoscopique. C'est un message fort, ça a été validé aussi bien par les experts endoscopiques que les radiologues. C'est basé sur une étude de phase 3, randomisée, transhépatique versus endoscopique. Cette étude qui a été faite aux Pays-Bas, c'est la seule étude randomisée de phase 3, a été arrêtée pour une surmortalité dans le bras transhépatique. Ce n'est pas une surmortalité ou une augmentation de la morbidité après le geste. Il n'y a pas de différence de morbidité entre transhépatique et endoscopique. La mortalité, c'est la mortalité post-opératoire. Il y a beaucoup plus de mortalité chez les gens qui ont eu un drainage transhépatique en post-opératoire que chez ceux qui ont eu un drainage endobiliaire. L'hypothèse est que le drainage endobiliaire est plus physiologique et que le fait de laisser un drain externe entretient probablement un état septique à bas bruit des voies biliaires, fait en sorte que les patients arrivent beaucoup moins fit, entre guillemets, à la chirurgie, avec des conséquences post-opératoires. Donc le message important, c'est de ne pas laisser de drain externe et donc de faire plutôt un drainage endobiliaire ou s'il est radiologique, de faire en sorte qu'il y ait une prothèse, qui sera une prothèse bien sûr extractible. Un message simple, c'est qu'en cas de cholestase anictérique, il ne faut pas drainer. Tout drainage expose à un risque infectieux, il faut bien peser l'intérêt du drainage. En situation palliative, c'est beaucoup plus simple. Il faut faire un drainage dans un centre dans lequel on a les compétences radiologiques et endoscopiques, parce qu'il faut choisir les possibilités de drainage. Parfois, les voies biliaires sont dissociées, on est plutôt sur du transhépatique. Il est recommandé que lorsqu'on fait le drainage, faire une écho-endoscopie, ça permet de biopsier des ganglions, voir la tumeur et d'avoir plus de chance d'avoir une histologie. Et il faut mettre des prothèses métalliques non couvertes, qui ont une durée de vie plus longue. Et si c'est insuffisant, en général, on est mal parti. Hein, je suis d'accord avec moi, il faut choisir les voies d'abord qui vont permettre les meilleurs drainages et avoir la meilleure qualité de vie pour les patients, incluant les possibilités de drainage telles qu'une hépatico-gastrostomie, ce qui est toujours mieux qu'un drain externe. Donc voilà pour cette première partie où je pense qu'il faut insister sur le fait que c'est une prise en charge complexe et que si on rate cette prise en charge, on n'a plus accès à la deuxième partie, c'est même plus la peine de faire la présentation suivante. Donc il faut bien faire cette prise en charge, elle est multidisciplinaire, elle est complexe et donc c'est le parcours de soins qui est extrêmement important. Et donc, il y a des parcours de soins qui sont en train de se mettre en place et qui seront importants pour la suite. Donc, je vais vous parler des traitements. Voici mes liens d'intérêt. Tout d'abord, la chirurgie, avec les responsables du groupe de rédaction et du groupe de travail. On commence par les cholangiocarcinomes intrahépatiques. Donc, en rouge, il n'est pas recommandé, les grades 1-. En orange, probablement recommandé ou non recommandé, plus ou moins. Et en vert, il est recommandé avec un grade 1. Et puis l'accord à côté qui est fort dans la quasi-totalité des cas, sauf erreur. Donc pour les intrahépatiques, il faut proposer une chirurgie
Pour les non métastatiques hors nodules satellites et ganglions locaux régionaux, il faut évaluer le foie non tumoral, il faut rechercher systématiquement une hépatopathie sous-jacente, Jean-Frédéric l'a dit. On le redit encore une fois, un seul facteur pronostic péjoratif n'est pas en soi une contre-indication à la chirurgie, parmi ceux qui sont listés ici, mais lorsque 2 ou plus de ces facteurs sont présents, la chirurgie n'est probablement pas recommandée. Si vous avez un doute persistant sur la résécabilité, un cas complexe, un doute sur une carcinose péritonéale, vous pouvez proposer une laparoscopie exploratrice avec un niveau de preuve qui n'est qu'un avis d'expert. Mais l'accord est fort. Il faut viser une marge de 10 mm si cela est possible. Dans le cholangiocarcinome intrahépatique, on connaît la fréquente sous-estimation de l'extension par le bilan préopératoire. Il est fortement recommandé de réaliser un curage régional d'au moins 6 ganglions, quelle que soit la suspicion d'envahissement sur le bilan préopératoire qui reste peu sensible. Il n'est probablement pas recommandé de proposer une transplantation hépatique hors étude clinique. Pour les périhilaires, là encore, chirurgie de résection après évaluation du foie restant, recherche d'une hépatopathie, d'une cholangiopathie sous-jacente, chirurgie non recommandée en cas d'envahissement ganglionnaire loco-régional prouvé et ou d'un statut R1 prévisible. Là encore, une laparoscopie exploratrice peut être proposée. Il ne faut pas faire de résection R2. Il faut essayer d'obtenir un statut R0, puisqu'on connaît le caractère péjoratif d'un statut R1, qui, comme l'a dit Jean-Frédéric, divise par 2 la survie à long terme. Il faut réaliser une résection parenchymateuse au minimum des segments 1 et 4B afin d'augmenter le taux de marge saine, et il faut réaliser une résection monobloc de la bifurcation portale en cas de suspicion d'envahissement afin d'augmenter la marge circonférentielle. Il n'est pas recommandé vraisemblablement de réaliser des résections artérielles ou d'associer à l'hépatectomie une duodéno-pancréatectomie céphalique. Il faut sans doute réaliser un curage ganglionnaire. Le seuil ici est de 5. Et on peut proposer une transplantation hépatique pour les cholangiocarcinomes périhilaires non résécables sans extension métastatique chez des patients sélectionnés avec une taille tumorale inférieure à 30 mm de diamètre transversal, sans envahissement ganglionnaire, après un traitement néoadjuvant défini en centre de transplantation hépatique. Quelques questions annexes. Technique ALPS, probablement pas recommandée. Les études sont nécessaires pour évaluer des techniques améliorées de cette stratégie. Hépatocholangiocarcinome, là encore, chirurgie de résection, lorsque c'est possible. Il faut un foie fonctionnel restant suffisant. Il faut associer un curage ganglionnaire. Il ne faut probablement pas proposer cette résection pour les multifocaux, compte tenu d'un mauvais pronostic. Et la transplantation hépatique n'est pas retenue en première intention pour ces tumeurs. On passe maintenant aux traitements locaux régionaux. Tout d'abord, la radiologie interventionnelle. Il n'est pas recommandé d'utiliser un traitement intra-artériel seul si les traitements standards sont possibles, que l'on va définir plus tard. L'ablation percutanée peut être envisagée pour les lésions uniques de moins de 3 cm si la chirurgie n'est pas possible. On peut envisager un traitement intra-artériel chez les patients qui ont un cholangiocarcinome intrahépatique, non résécable, sans maladie extrahépatique. Et nous avons décidé de recommander l'association de ce traitement intra-artériel avec une chimiothérapie systémique de première ligne. C'est l'association des deux qui a été retenue. En revanche, après échec des traitements standards systémiques et en l'absence de progression extrahépatique, toujours dans ces cholangiocarcinomes non résécables, le traitement intra-artériel seul peut être discuté. Donc en association à la chimiothérapie en première ligne, isolément dans les lignes ultérieures. Il n'est pas recommandé de proposer des traitements radiologiques interventionnels pour les périhilaires. Les traitements endoscopiques de destruction tumorale, photothérapie dynamique, radiofréquence endobiliaire, ils ne sont pas recommandés et ne devraient être proposés que dans le cadre d'essais cliniques. La radiothérapie,
Il n'est probablement pas recommandé de proposer une radiochimiothérapie conventionnelle hors essai thérapeutique chez les patients atteints d'un cholangiocarcinome non résécable, qu'il soit intrahépatique ou périhilaire. Une radiothérapie en conditions stéréotaxiques peut être envisagée pour des lésions intrahépatiques uniques de moins de 5 cm si la chirurgie n'est pas possible. Il n'est pas recommandé de proposer de la radiothérapie en situation néoadjuvante chez les patients atteints de cholangiocarcinome hors contexte de transplantation et idéalement dans le cadre d'essais cliniques prospectifs. Et la radiochimiothérapie adjuvante peut être discutée dans le cadre de RCP spécialisés pour les patients chez qui un cholangiocarcinome périhilaire a été réséqué, lorsque la résection est R1 et en ne faisant cette radiochimiothérapie adjuvante qu'après une phase de chimiothérapie adjuvante. On va le redéfinir plus tard. C'est un avis d'expert, compte tenu du niveau de preuve de la littérature, mais l'accord est fort. On va passer au traitement systémique, en commençant par le traitement adjuvant. Il est probablement recommandé de proposer une chimiothérapie adjuvante par capecitabine pendant 6 mois, après résection, qu'elle soit R0 ou R1, d'un cholangiocarcinome, qu'il soit intrahépatique ou périhilaire, sous réserve d'un état général post-opératoire conservé et d'un délai post-opératoire n'excédant pas 16 semaines. Il n'est pas recommandé d'utiliser une chimiothérapie à base de gemcitabine, seul ou en association, par exemple au cisplatine ou à l'oxaliplatine, en adjuvant. Et cette chimiothérapie adjuvante peut être suivie d'une radiochimiothérapie avec de la capecitabine, en cas de cholangiocarcinome périhilaire exclusivement, après résection R1 exclusivement, après discussion en RCP spécialisée. Et donc, compte tenu du délai de réalisation de la radiochimiothérapie, de sa durée de réalisation, la durée de chimiothérapie par capecitabine peut probablement être diminuée de 6 mois à 4 mois. Avis d'expert. Voici l'algorithme qui en résulte, que vous trouverez dans la publication en ligne très prochaine. En situation avancée, le doublet gemcitabine-cisplatine, schéma 6-GEM, est recommandé chez les patients ayant un état général conservé, donc statut de performance 0, 1 ou 2. J'insiste, compte tenu des enquêtes récentes de pratique, pour dire que la faible dose unitaire de cisplatine, qui est de 25 mg/m², J1, J8 toutes les 3 semaines, n'impose pas d'hyperhydratation classique avec le cisplatine, pré, per ou post. L'hydratation est brève et modérée, et donc ce traitement est parfaitement réalisable en hôpital de jour. Il y a trop de déviations de pratique constatées en France, et c'est probablement abusif d'hospitaliser en hospitalisation complète ces patients. En cas de contre-indication au 6-GEM, le schéma CAPOX, capecitabine oxaliplatine, ou le schéma GEMOX, gemcitabine oxaliplatine, sont des alternatives. L'adjonction de durvalumab, donc immunothérapie, bloqueur de checkpoint immunitaire, au 6-GEM, pendant les 6 mois protocolaires de 6-GEM, suivi d'une maintenance par durvalumab seul jusqu'à progression tumorale, est probablement recommandé chez les patients à l'état général conservé. Le durvalumab est en accès précoce depuis quelques jours en France. L'AMM américaine et européenne a été obtenue. Chez les patients à l'état général altéré, une chimiothérapie par gemcitabine seule est une alternative. Les soins de support doivent être mis en œuvre précocement, seuls ou associés au traitement spécifique, et les patients à l'état général dégradé doivent reposer sur les soins de support exclusifs. Alors, les cholangiocarcinomes, les cancers biliaires en général, les cholangiocarcinomes en particulier, et notamment les intrahépatiques, sont des tumeurs avec une grande fréquence d'anomalies moléculaires tumorales actionnables, selon le barbarisme en vigueur. Il existe une classification européenne de l'actionnabilité des cibles moléculaires tumorales, qui s'appelle ESCAT,
Et donc avec différentes classes, les classes 1, prêts pour l'utilisation en routine, exemple, trastuzumab pour les cancers du sein ou de l'estomac. Les classes 2, expérimentales mais probablement valables. Et classe 3, cible hypothétique, essai clinique à discuter. Les cholangiocarcinomes font partie des tumeurs pour lesquelles l'ESMO a défini une liste d'altérations moléculaires ciblables avec une fréquence non négligeable, notamment dans les intrahépatiques, mutation IDH1, 10 à 15%, fusion réarrangement FGFR2, 10 à 15%, amplification HER2, 10 à 15%, plutôt les non intrahépatiques, mais ce n'est pas exclusif, on le trouve aussi dans les intrahépatiques, même si c'est plus fréquent dans les extrahépatiques et vésicules biliaires. Et puis, mutation BRAF, statut MSI-DMMR, mutation KRAS G12C, KRAS est désormais ciblable pour certaines de ces mutations, et fusion NTRK. Il est recommandé de réaliser systématiquement chez les patients atteints d'un cholangiocarcinome, qu'il soit intrahépatique ou périhilaire, au stade avancé, un portrait moléculaire de la tumeur comportant un phénotype MMR en immunohistochimie avec les 4 protéines. Si le patient est DMMR, confirmation du statut MSI en biologie moléculaire par PCR, ceci pour prescrire une immunothérapie qui n'est pas remboursée en France. À ce sujet, l'utilisation des panels NGS n'est pas validée pour affirmer ou exclure un statut MSI-DMMR. Il faut également rechercher une surexpression HER2 par IHC plus ou moins fiche. Il faut faire un panel NGS à la recherche des mutations les plus fréquentes, mais aussi des fusions. À noter que le panel NGS en ARN est capable de détecter la plupart des mutations de l'ADN, mais aussi il est le seul à pouvoir détecter régulièrement les transcrits de fusion. Quand réaliser ce screening moléculaire? Eh bien, dès l'initiation du traitement de première ligne, pour plusieurs raisons. Le temps de réalisation de ces portraits, le drop-out important d'une ligne à l'autre chez les patients atteints de cancer biliaire, probablement supérieur à 50%. Donc le faire à progression, c'est risquer de ne pas pouvoir traiter les patients. Le fait que les altérations moléculaires drivers oncogéniques surviennent précocement au cours de la cancérogénèse et restent stables tout au long de l'histoire du patient en l'absence de pression de sélection thérapeutique par des thérapies ciblées. Et par définition, chez ces patients, vous n'avez pas encore instauré de thérapie ciblée, donc il n'y a pas d'argument pour penser qu'une chimiothérapie en cours puisse perturber et modifier le paysage moléculaire ultérieur chez le patient. Alors en première ligne, on orientera vers des essais cliniques chez les patients en échec de traitement conventionnel, donc par exemple CIGEM, durvalumab. On ciblera spécifiquement avec une recommandation avérée ou probable les altérations suivantes: mutation IDH1 avec tivozidinib qui est en accès compassionnel, les fusions réarrangements FGFR2 avec ces 3 molécules, sachant que le pémégatinib est en accès précoce, les fusions réarrangements d'NTRK avec le larotrectinib. Malheureusement, il n'est pas disponible chez les patients adultes pour quelque tumeur que ce soit en France. Le statut MSI avec un anti-PD1, malheureusement pas de remboursement pour les tumeurs MSI non colorectales en France. Les mutations BRAF V600E, dabrafenib, trametinib. Les amplifications HER2 avec trastuzumab, pertuzumab ou zanidatamab. Donc il y a eu une politique volontariste du groupe de travail de dire que ce qui paraissait fondé scientifiquement doit précéder et idéalement s'imposer à ce qui va être autorisé et remboursé, et non l'inverse. En deuxième ligne, donc en présence d'une altération moléculaire actionnable, SCAT1-2, un traitement ciblé est recommandé en première intention.
Si aucune altération moléculaire ciblable n'est identifiée, le Folfox est recommandé chez les patients à l'état général conservé après 6 gemmes ou gemcitabine seul. Évidemment, après Capox, ce ne sera pas le cas. En alternative au Folfox, une chimiothérapie par 5-FU acide folinique et irinotécan nanoliposomal est probablement recommandée chez les patients PS01 en progression après une première ligne par 6 gemmes. L'irinotécan nanoliposomal n'est pas remboursé dans cette indication et cette recommandation était basée sur un essai sud-coréen de phase 2 randomisé d'assez grande taille, positif. Très récemment, après ces recommandations, a été rapporté au congrès de l'ESPO là, en septembre, un essai en population occidentale, en l'occurrence allemande, négatif. Donc cette recommandation risque d'être dégradée dans la prochaine actualisation. Chez les patients à l'état général dégradé, PS2, une fluoropyrimidine seule peut être proposée. Là encore, soins de support seul ou en association, seul quand le patient est PS3-4. On en arrive à cet algorithme-là que vous trouverez dans la publication et une synthèse plus spécifique du cholangiocarcinome intrahépatique qui tient compte également de l'hépatopathie éventuelle sous-jacente. Je vous remercie.